On retrouve nos invités pour la suite. On parlait de cette fusillade raciste dans un supermarché qui a fait 10 morts et 3 blessés dans une ville de l'État de New York aux États-Unis d'Amérique. Le président Joe Biden s'est rendu sur place ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Horus Donkovi, lui, il était dans l'explication. Voilà, donc je parlais de l'aspect historique, de l'aspect transmission de l'histoire. Comment est-ce qu'on éduque les générations futures? Je vais donner par exemple une anecdote. Le mariage interracial, il n'est autorisé qu'à partir de 1967. Avant 1967, certains États n'acceptaient pas légalement le mariage interracial. Donc c'est pour vous dire. Laissons ce point, prenons l'autre, celui qui est celui de la NRA qui défend l'utilisation d'armes à feu. Mais ce jeune blanc, il a 18 ans. À 18 ans, il a pu se promener dans le quartier avec des armes à feu, un gilet pare-balles et tirer sur les gens. Pour moins que ça, on abat. Alors lui, on a eu la chance, on l'a capturé, on l'a mis dans une voiture, on a pu le ramener au poste. Pour moins que ça, des Afro-Américains se font assassiner. Pour moins que ça. Rien que pour la présomption de port d'armes ou rien que pour leur couleur de peau. Encore aujourd'hui, cela existe. Lorsque Joe Biden, par exemple, dit que oui, que l'Amérique a du pain sur la planche, c'est vrai. Mais après, peut-être faut-il qu'en tant que président, il se pose la question sur la construction économique de l'Amérique. L'Amérique, c'est quand même un État qui se construit et qui assoit sa puissance par l'exploitation des autres. C'est l'État qui s'enrichit par l'exploitation des esclaves. C'est l'État qui s'enrichit en s'appropriant l'Amérique latine par des initiatives comme celle du président Wilson. Donc à un moment, vous avez la plupart des républiques bananières d'Amérique latine sont du fait des États-Unis. Lorsque vous prenez l'épidémie de crack qu'il y a dans les années 80 aux États-Unis, la CIA est fortement soupçonnée d'alimenter les communautés noires en crack pour les détruire. Et le journaliste qui écrira des articles dessus s'est suicidé en 2003 ou 2004, Gary Webb. Tout simplement parce qu'il dénonçait cela et on n'a pas pu prouver qu'il démentait. D'ailleurs, ce qui est ironique, c'est que le hip-hop, tout le rap que l'on voit actuellement, vient de l'initiative de jeunes qui souhaitent sortir les communautés afro de la violence entraînée par le trafic de crack qu'il y a aux États-Unis. C'est comme ça que vient le hip-hop. C'est de cette volonté-là de sortir la jeunesse du crack. Donc, ce que Joe Biden dit, c'est bien beau. Après, je pense que ce que les Afro-Américains attendent de lui, c'est le concret. C'est des actions concrètes. Et les actions concrètes, on ne les voit pas. Parce qu'à chaque fois, à chaque nouvelle présidence, on a, de nouveaux discours. Oui, on va prendre quelques Afro-Américains qu'on va coopter à des places de choix, à des places les plus visibles et ainsi de suite. Mais dans le ressenti, ça ne change rien. Actuellement, quand vous voyez les États-Unis, la communauté qui est la plus en vue, ce n'est pas la communauté afro-américaine, c'est la communauté hispanique. Et c'est la raison pour laquelle les mêmes présidents de démocrates et républicains vont poser la question de l'immigration clandestine, parce que l'immigration clandestine qui est visée aux États-Unis, ce n'est pas l'immigration noire, c'est l'immigration d'origine latino-américaine. Voilà, latino-américaine. Alors, Ibrahim Macha, Horus a souligné quelque chose qui est important. On a vu les différents dirigeants, d'abord Barack Obama, qui a lutté véritablement contre ce qui se passe actuellement aux États-Unis, seulement que cela a été exacerbé à un moment donné par la gouvernance de Trump. Joe Biden aussi fait face maintenant à la réalité. Approche de solution, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Approche de solution, je pense que s'il faut vraiment analyser ce qui se passe au niveau des États-Unis, on dira tout simplement que ce qu'on nous a vanté, le rêve américain, le melting pot, qui est en tout cas le ciment même de la société américaine,
était à proprement parler basé sur des mirages. C'était un discours qu'on a voulu faire croire aux gens, parce que quand vous rentrez au sein de la communauté américaine, vous sentez quand même qu'il y a des disparités, vous sentez quand même qu'il y a ces conflits-là interethniques et qui se font ressentir. Si on ne parle pas d'ethnie là-bas, on peut parler au moins des conflits communautaires. Tu sais, les Chinois, quand tu as des journalistes chinois, eux, ils te parlent de problèmes ethniques américains. Ils assument le terme. Mais nous parlons de communautés. Nous parlons de guerre communautaire. Et juste pour dire qu'il y a toujours ces ressentis, il y a toujours ces nostalgiques du passé, il y a toujours des gens qui ne supportent pas la présence des Noirs sur le continent américain. Et l'autre aspect aussi, c'est de s'interroger aussi sur la responsabilité de nos frères afro-américains là, par rapport à cette violence qui est généralement fréquente dans la société américaine. Parce que quand vous prenez un peu les statistiques au niveau des prisons, il y a une forte proportion afro-américaine dans les prisons. Les criminels au niveau des États-Unis et tout ça là, les vols, les problèmes de drogue et tout ça là, c'est beaucoup plus, ça a un lien avec la communauté afro-américaine. Et certains estiment que ce sont les impuretés que les gens ont prises depuis le continent africain pour les amener sur le continent américain. Et vous savez que quand vous prenez la communauté blanche là-bas, c'est des gens qui sont venus, comme vous l'avez précisé, ils sont venus de l'Angleterre, ils sont venus d'un peu partout, donc de l'Iran, d'un peu partout. Ils ont une certaine manière de vie qui ressemble un peu à une classe aristocrate. Donc il y a des comportements que ces gens-là ne tolèrent pas. Donc lorsqu'on constate que dans certains quartiers, les problèmes de pickpocket, les problèmes de violence, les problèmes en tout cas tout ce qu'il y a comme des travers au niveau de la société, et on les rattache directement à la communauté afro-américaine. Et donc tout ceci crée aussi des sentiments de sauvegarde des valeurs, parce que vous savez, aux États-Unis, quand on parle des puritains, on fait référence disons à la race blanche qui veut garder une certaine façon des valeurs par rapport à la manière de vivre sur le continent américain. Mais je pense que ce qui a lieu de souligner par rapport à ce problème, c'est de faire en sorte que toutes les politiques qui ont été initiées par les différents présidents, soit Obama par exemple, soit des politiques qui soient suivies, que ce ne soit pas, en tout cas, que l'on n'ait pas un sentiment d'éternel recommencement. Parce que quand vous prenez un peu ce qui a été fait par Obama, lorsque Trump est venu, presque tout a été démoli. Je dirais même qu'Obama, on ne lui a pas laissé la latitude de... Oui, mais il a essayé quand même. Mais il a essayé de faire... Moi, je veux prendre sur le côté aspect social, par exemple. Par rapport à la santé, l'assurance maladie, tout ça là qu'il a eu à initier. Quand vous voyez les grands bénéficiaires, c'est la communauté afro. Parce que c'est elle qui n'arrive pas à proprement parler, à avoir les moyens pouvoir se soigner. Mais lorsque Obama a initié cette Obamacare, bien évidemment, cette politique, ça a donné, en tout cas un temps soit peu, des possibilités, des capacités à la communauté afro-américaine de pouvoir prendre en charge ces problèmes de santé. Mais lorsque Obama est venu, la toute première loi à laquelle il s'est attaqué, c'était ça, c'était l'Obamacare. Vous voyez que... Quand Trump est venu. Quand Trump est venu, bien évidemment. Quand Trump est venu, voilà. Donc, c'est l'éternel recommencement et ça fait que les communautés même n'arrivent pas à se retrouver. Et n'oublions pas aussi qu'il y a aussi, quoi qu'on dise, une certaine façon aussi d'affirmation des Noirs de la communauté afro aux États-Unis. Quand vous allez dans certains lieux, ça, sont des amis qui sont sur place qui me l'ont rapporté. Lorsque les afros arrivent dans un milieu où il y a beaucoup de blancs, ils cherchent par tous les moyens à s'affirmer, soit à créer une situation où ils vont prendre le dessus parce que je ne veux pas dire qu'ils réfléchissent pas les muscles, et c'est ça, ils brandissent cela, ils brandissent cela. Et les propos
entre griffes, orduriers et tout ça là, mais c'est l'apanage de la communauté afro-américaine là-bas. Donc, ils n'hésitent pas à agir aussi, parfois pas en réaction, hein, mais ils sont les premiers à créer des situations conflictuelles et de manière à ce qu'ils arrivent à affirmer. Bon, ça fait partie aussi les sociologues parlaient d'une certaine extériorisation de ce qu'ils ont eu à endurer par rapport à l'esclavage, par rapport à la guerre de sécession, par rapport à toutes les injustices possibles qui ont cours actuellement et qui visent la communauté afro-américaine. Horus, juste une minute sur l'Amérique. Oui, en fait, je pense que mettons que lorsque on vient du continent africain, on peut parfois être très réservé sur certaines attitudes parce que, mettons que nous pouvons nous prévaloir d'être sur notre continent chez nous. Tout à fait. Alors que ce qui se passe au niveau des Afro-Caribéens et des Afro-Américains, c'est qu'ils sont sur un territoire dont on leur conteste même l'appartenance. Alors même qu'ils sont à la base de toute la richesse du pays. Tout à fait. Alors, l'ironie, par exemple, et ce qui est le plus vicieux dans l'histoire, c'est dans la transmission des faits. Je vais vous donner une anecdote, par exemple. Les premiers Noirs qui arrivent sur le territoire américain ne sont pas esclaves. Les premiers Noirs qui arrivent sont des professionnels, des travailleurs professionnels qui travaillent d'ailleurs avec des Blancs qui sont recrutés. Mais c'est ce qui est dit, ils sont esclaves. Non, ils ne sont pas esclaves. Les premiers ne sont pas esclaves. Ils sont venus de l'Occident. Mais la communication dit autre chose. Non, c'est-à-dire... Ils sont venus de l'Occident. Non, ils ne sont pas venus de l'Occident. Oui. Ce sont des Africains qui ont été recrutés parce que justement, ce qu'on ne transmet pas assez, c'est le fait qu'il y ait eu des échanges déjà entre les Européens et les Africains. C'est la raison pour laquelle vous avez des Mani-Congo qui vont se convertir à la religion catholique. Et c'est la raison pour laquelle sur certains bateaux européens, vous avez des matelots qui sont noirs. Parce qu'ils sont pris en Angola, ils sont pris au Congo et ils sont convertis. Vous avez même beaucoup de métissage. Et vous avez donc une communauté de Noirs qui vont travailler dans des ports d'attache. Et les premières villes justement qui sont construites aux États-Unis sont des villes qui sont proches des ports. Donc ce sont des travailleurs, au même titre que des Blancs peuvent être des travailleurs. Mais au fur et à mesure des conflits, petit à petit, on va restreindre leurs droits au point de les esclavagiser. C'est ce qui va se passer. Et après, oui, on a le phénomène du Sud, comment dirais-je, très esclavagiste, où on a une minorité de Blancs qui vont exploiter une majorité de Noirs pour pouvoir rentabiliser les champs et pour pouvoir exporter des produits. Donc, le problème avec toute cette jeunesse blanche américaine, c'est qu'on va travestir. On va travestir le langage, on va travestir l'histoire et on va donner l'image, ce d'ailleurs sur quoi Trump a beaucoup joué, l'histoire, on va jouer sur l'histoire de quelque chose d'omnipotent. Et ce n'est pas les seuls à le faire. Lorsque, moi je me rappelle avoir eu je me rappelle avoir eu une altercation avec quelqu'un qui me disait la Rome antique c'est la superpuissance du monde. Je lui ai dit attention, la Rome antique s'arrête à une partie de l'Europe et la Méditerranée. Tout à fait. Vous avez encore le continent asiatique, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Amérique, et vous ne saviez pas ce qui s'est passé là-bas. Mieux, comment dirais-je, lorsque vous avez le traitement de l'histoire, je vais donner un exemple. Lorsque vous prenez l'histoire européenne, on vous dit, à un moment, les barbares nous ont envahis. Les barbares, vous allez voir les Goths, les Wisigoths et ainsi de suite et tout ça. Mais on va mettre dans le lieu des barbares, dans le giron des barbares qui nous ont envoyés, je vais m'arrêter avec cet exemple-là, on va parler des Huns. Mais les Huns, c'est quoi? Les Huns, ce sont les Chinois. Quand on va vous parler des morts qui ont envahi l'Espagne et qui ont été arrêtés par Charles Martel à Poitiers. Poitiers, vous n'êtes même pas encore dans le sud de la France. Ouais. Mais les morts, c'est quoi? Les morts, ce sont les Noirs. On va vous parler de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique en 1492. Mais on ne va pas vous parler de Aboubacar II, qui est en fait le père de Cancan Moussa, et qui va affréter deux expéditions navales pour aller de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'il a des rapports qui lui disent qu'il y a un territoire là-bas. Mais on ne va pas en parler. Donc à un moment, il faut que les institutions africaines, afro-américaines, en tout cas de la diaspora, comprennent que l'éducation, la transmission de notre histoire est une arme et qu'il ne faut pas lésiner avec parce que c'est ce qui fait qu'on peut avoir un jeune de 18 ans qui va se lever et qui va avoir la prétention de quelque chose auquel il ne peut pas prétendre.
Allez, on va quitter les États-Unis d'Amérique, Buffalo, pour Bamako, la capitale du Mali. Plusieurs centaines de Maliens se sont rassemblés ce vendredi 13 mai à Bamako pour soutenir la junte, l'armée et la coopération militaire avec les Russes dénoncée par les Occidentaux. Les différentes organisations qui avaient appelé à se rassembler sur la place de l'indépendance avaient aussi en ligne de mire pour certaines les sanctions ouest-africaines toujours en vigueur contre le Mali et la présence sur le territoire malien des milliers de casques bleus de la mission de l'ONU MINUSMA dont le mandat est soumis à renouvellement en juin. Ibrahim Atia, ces manifestations, vous voyez les images Oui. pour la junte militaire. Oui. Il y a des drapeaux russes qui sont brandis justement par les manifestants. Tout à fait. Et non, mais ça ne surprend pas, puisque au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons que les autorités, les nouvelles autorités au Mali continuent toujours d'avoir la sympathie de la population. Et la partition jouée par la CEDEAO a encore créé ce sentiment, ce patriotisme-là de la part des populations maliennes qui ont compris qu'il fallait plutôt faire confiance à leurs autorités pour pouvoir sortir le Mali de l'engrenage sécuritaire dans lequel il est confronté. Et donc, une manifestation en soutien aux autorités, c'est une manière de dire à ces autorités que nous sommes là, nous vous soutenons et le cap que vous avez pris, maintenez le cap parce que la population remarque que le combat contre les djihadistes, le combat contre le terrorisme est en train de porter les fruits et surtout les FAMA sont en train d'infliger de lourdes pertes au réseau terroristes là qui sont implantés au niveau du Mali et avec l'apport de la Russie, ils ont compris que les FAMA ont pris du poil de la bête et ils ont, au point de vue capacité opérationnelle, ils ont senti que les FAMA sont mieux aguerris. Et quand on prend aussi la logistique, l'arsenal de guerre et tout ça là, mais les FAMA sont en train de faire des exploits sur le terrain, donc ça donne cette fierté aux Maliens et ils se disent que non, il faut continuer par soutenir nos autorités et ceci est en même temps un message qu'on envoie à la CEDEAO qui continue de maintenir les sanctions malgré les signes de souplesse affichés par les autorités maliennes. Je veux parler de la transition qui est revue, le délai et qui est revu 2 ans maintenant. Et sans parler aussi en tout cas de certaines possibilités au niveau du Mali qui n'étaient pas à proprement parler envisageables. Je veux parler des autorités maliennes qui sont revenues à de meilleurs sentiments et qui, même s'il y a eu des envolées verbales par rapport à la France, il n'y a pas eu trop de... il n'y a pas eu un clash au point d'aller vers un affrontement entre les forces maliennes et la force Barkhane qui est installée là-bas. Mais l'enjeu aussi, c'est de voir, puisque vous parlez de la force MINUSMA et qui est là et dont le contrat va prendre fin peut-être en juin. Il faut renouveler cela. Et qui parle de MINUSMA, voit en même temps, en tout cas, des liens étroits avec la France. Donc il va de soi que la population commence déjà par manifester un certain mécontentement par rapport à ce qui sera fait en lien avec le renouvellement ou l'arrêt du contrat avec la MINUSMA. Mais il faut dire que tout ceci, pour que ce soit beaucoup plus coordonné et qu'on n'assiste pas à des situations beaucoup plus regrettables au niveau de Bamako, c'est que les chefs d'État de la CEDEAO doivent déjà commencer par se positionner et envoyer, pourquoi pas, des missions au niveau de Bamako, au niveau des nouvelles autorités du Mali, discuter avec elles et voir dans quelle mesure une parfaite collaboration peut être faite pour amener les autorités maliennes à être dans une synergie au niveau de la région, dans une synergie ou bien dans une force qui soit une force
des Africains qui veulent vraiment défendre leur patrie. Parce que je dis ceci parce que nous risquons qu'au fur et à mesure que les crises sont en train de naître sur le continent africain, qu'il y ait cette tendance à toujours courir derrière la Russie. Si la CEDEAO n'arrive pas à mettre en place une certaine organisation qui puisse prendre en charge les problèmes sécuritaires de la sous-région, c'est qu'à un moment donné, toute la sécurité de l'Afrique occidentale ou bien de l'Afrique sera sous-traitée à la Russie. Et là, vraiment, je me demande vers quoi nous allons et est-ce que vraiment cela garantit des élans de développement, surtout de liberté et même de croissance économique à notre continent, si nous-mêmes ne pouvons pas nous organiser au niveau de la CEDEAO. Alors, aux Russes, les manifestations, on les voit presque chaque fois au Mali, justement ces manifestations pour soutenir les dirigeants au pouvoir, mais selon des sources, ce n'est pas la même mobilisation. Vous l'aviez remarqué aussi? Bon, en fait, si vous voulez, mon problème, moi, n'est pas celui de la mobilisation. Et après, si la mobilisation, elle baisse, très sincèrement, je ne serais pas étonné. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Nos leaders, lorsqu'ils arrivent à avoir, comment dirais-je, autant de masse qui sort à les soutenir, par exemple, le cas du gouvernement malien qui a vraiment du soutien et qui a un soutien partagé par beaucoup de gens, et ainsi de suite, ont deux responsabilités. Ils ont la responsabilité d'arracher la liberté que les gens réclament et c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire la liberté de pouvoir décider ce que va devenir le Mali, les orientations, c'est les personnes avec lesquelles on va négocier, les personnes avec lesquelles... Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ils ont une deuxième responsabilité, c'est celle de responsabiliser les personnes elles-mêmes qui viennent les responsabiliser. Ça veut dire qu'à un moment, il faut dire la vérité aux gens. Et la vérité aux gens, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous battez pour acquérir la liberté que vous avez acquise, il faut la protéger. Si vous ne la protégez pas, vous retombez dans les travers que vous prétendez éviter. C'est le sentiment que vous avez aux Russes. Mettons que c'est quelque chose qui est redondant dans l'histoire de notre communauté, de la communauté noire. Si vous prenez... il y a une histoire très intéressante du Palenque de Saint-Basilio en Colombie, qui est, si vous voulez, une enclave latino-américaine. Hein, vous avez une communauté noire qui a réussi à se libérer, qui a réussi à être indépendante. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Ben, on a mis un blocus qui fait que elle est obligée de négocier avec les anciens oppresseurs. Vous prenez Haïti. Haïti a eu son indépendance, c'est vrai. Mais après, économiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Militairement, qu'est-ce qui s'est passé? On a strangulé l'économie. On va dire, vous êtes libre, il n'y a pas de problème. Mais pour tout ce que vous avez à faire, vous devez passer par nous. Les indépendances africaines, 1960 pour la plupart des pays, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui prenaient émancipation économique, émancipation militaire, émancipation politique, on les a évincés, on a mis des gens à la place. La liberté a entre griffes été acquise. Quelques années plus tard, on est retombé dans la dépendance. On est parti emprunter plus qu'il ne faut chez les anciens oppresseurs parce qu'on estimait que nous n'étions pas capables de produire nous-mêmes. Et lorsque nous produisions nous-mêmes, cette production-là était sapée. Vous voyez cela venir au Mali? Alors, mettons que pour moi, il faut expliquer aux populations que lorsque vous faites une manifestation comme ça en soutien au gouvernement malien, ce qui est magnifique, lorsque l'on soutient les décisions prises par le gouvernement malien qui est de se libérer d'un certain nombre de choses, ce qui est magnifique, il faut comprendre que si après ça, on va acheter la boîte de tomates qui est produite en Italie, et qu'on attend le blé subventionné qui doit venir d'Ukraine, il y a un problème. Mais il faut des étapes. Est-ce que le Mali est prêt à faire tout cela? Mais s'il faut des étapes, est-ce que le processus est amorcé pour sortir de cela? Moi, par exemple, tout à l'heure dans cette manifestation, je vois des drapeaux russes. Je n'ai pas de problème avec s'il doit y avoir des négociations avec les Russes qui doivent nous avantager. Mais il n'y a absolument aucun problème. Il est tout à fait normal que nous puissions négocier avec les Russes. Mais je veux que cette liberté-là, ça ne soit pas de passer d'un gourou à un autre.
d'un parrainage à un autre. Je veux qu'à un moment, les Africains aient l'attitude. Je vais donner un exemple. Et sans doute, ça, c'est une étape politique, peut-être, au Russe Donkovi. Non, il y a des étapes que l'on a envie d'imaginer immenses, mais qui n'ont pas besoin d'être immenses. Je vais donner un exemple simple. Je vais venir sur l'exemple du Togo. D'accord? Le Togo, dans la liste des pays dont les Togolais n'ont pas besoin de visa pour y aller, vous avez la Malaisie. La Malaisie, c'est le premier pays en mathématiques du monde. Vous avez Singapour. C'est le 3e pays en mathématiques du monde. C'est un des plus grands ports du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est le pays où délocalisent toutes les grosses entreprises les firmes de textiles. Les firmes au monde. Moi, ce qui va m'intéresser en tant qu'Africain, c'est de savoir comment on fait pour faire en sorte que les étudiants, par exemple, de l'université de Lomé, aillent se spécialiser en mathématiques et en technologie en Malaisie et à Singapour, parce que justement, il n'y a pas de visa. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et effectivement, oui, je veux qu'on me laisse la liberté d'y envoyer mes étudiants et qu'on ne me dise pas que non, qu'il faille les envoyer à l'université de Paris ou l'université de Genève ou pas. Je veux que lorsque on a, par exemple, le Mali, qui est, par exemple, un des premiers producteurs de coton, et qui justement n'a pas d'industrie textile, je peux trouver intéressant de savoir comment ça se passe au Bangladesh. Parce que toutes les grosses firmes y délocalisent leur production. Ça n'a pas de sens que moi je puisse aller au Bangladesh sans visa, que les grosses firmes puissent prendre mon coton, aller le transformer au Bangladesh et puissent me revenir des jeans moins chers au point que moi je ne puisse pas vendre mes jeans que je produis au pays. Donc moi c'est ces choses-là qui m'intéressent et pour moi on doit pouvoir orienter les populations vers cela. Alors Ibrahim Macha, en une minute, ce que Horus dit est intéressant, mais est-ce que aujourd'hui le Mali, sous les dirigeants actuels ou la junte, le Mali est prêt à faire tout cela, à amorcer tout cela? Non, mais ce que dit Horus, c'est à voir dans une autre étape. Pas, pour le moment, l'enjeu, c'est l'enjeu sécuritaire. Et les Maliens veulent la sécurité sur leur territoire. Ils veulent se débarrasser des groupes djihadistes qui créent la désolation sur leur territoire. Et donc, pour pouvoir, en tout cas, chasser tous ces groupes terroristes qui sont sur le territoire et qui leur créent des situations pas très commodes, c'est de tout faire pour que l'armée, les FAMA, puissent avoir les moyens nécessaires et les traquer et les chasser. Pour pouvoir les traquer, c'est très simple. C'est de suivre l'option prise par les autorités maliennes. C'est ce que le peuple est en train d'affirmer. Nous sommes derrière vous. Vous avez fait venir des experts militaires russes. Et quand ils sont venus, nous avons vu le progrès que cela a engendré sur le terrain par rapport à la guerre contre le terrorisme. Depuis que la force Barkhane, la force Serval est là, les terroristes ont continué plutôt par sévir dans le pays. Mais depuis l'arrivée des experts russes, je ne dirais pas de mercenaires, des experts russes, qui sont venus encadrer les FAMA et qui leur ont donné des moyens, il y a eu des succès. Et là, c'est ce que le peuple malien veut. Mais au-delà de ça, ce qui se cache derrière ces mobilisations, c'est le sentiment anti-français. C'est tout. C'est ça. Donc, les Maliens ne veulent plus de la France. Donc, tout ce qui est comme symbole français, les Maliens disent non. Arrêtons cela. La France n'a qu'à plier bagage. Je pense que c'est le message fort qu'on envoie vraiment à travers ces manifestations. C'est la sortie du Mali du G5 Sahel. On va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve au Horus Donkovi et Ibrahim Macha pour la suite de Regard Croisé.